C'est jusque 5. Oui, madame. Voilà. Bonsoir, merci d'être présent à ce nouveau webinaire donc consacré à la vaccination des Wallons et en particulier des femmes et probablement des adolescents. Je suis le Dr Samatakis, donc je suis en charge de la vaccination dans la région wallonne et donc j'introduirai le séminaire. La ministre, je pense, est toujours coincée dans les discussions financières de la région pour le moment, donc je vais parler à sa place. Juste une info, donc ce séminaire est accrédité, donc le numéro d'accréditation est mis sur la dia que vous voyez là pour le moment. Et ce qu'on vous demande, c'est de nous transmettre dans le chat vos numéros UNAMI, comme ça vous êtes sûr que vous disposerez des points d'accréditation. On peut passer à la dia suivante. Et la suivante. Oui. Peut-être profiter de celle-ci pour on revient en arrière 2 secondes alors. Voilà. Donc j'introduirai le professeur Aymon de l'Université de Liège, donc, qui est gynécologue, voilà, qui vous parlera de la femme enceinte. Suivra le docteur Olivier Klein, psychologue, et puis Lucien Botson qui fera, comme d'habitude, les questions-réponses du séminaire. Voilà, on peut avancer. Donc, vaccination en Belgique, donc le démarrage a été lent, comme vous avez pu le lire un peu partout. Depuis lors, on s'est bien repris, donc on a vacciné à ce jour un peu plus de 4 millions de Belges, ce qui nous positionne dans le classement des pays européens à la 5e position. Ce qui veut dire que finalement, on ne s'en sort pas trop mal. Au niveau wallon, donc, on a vacciné 1 350 000 Wallons à ce jour, sur une population de 2,8 millions de Wallons de plus de 18 ans. Et donc, on n'est pas loin de 50% de vaccination. Donc, on est à 47,5% de vaccination. Les phases de vaccination avancent bien. Donc, vous savez qu'on a divisé la vaccination en plusieurs phases, donc une phase 1, une phase 2 et peut-être bientôt une phase 3. Donc la phase 1, essentiellement, c'est le vaccin qui se rendait aux vaccinés. Et donc on a vacciné les maisons de repos, les structures d'hébergement, les personnels hospitaliers, puis la première ligne qui était déjà une phase où le vaccin circulait. Et puis on est passé à la phase 1B, dans laquelle c'est le vacciné qui se rendait au vaccin. Donc là, ça s'est fait dans des centres de vaccination. Donc il y en a une grosse cinquantaine en Wallonie, répartis de façon relativement harmonieuse. Et donc là, on a commencé par les populations les plus à risque, donc les personnes âgées de plus de 65 ans, dans un ordre décroissant par rapport à l'âge. Puis on est passé aux comorbidités. Et puis à certaines populations dites de profession essentielle. Et vient après cette phase-là, la phase 2, qui est la phase de Monsieur Tout-le-Monde, où on vaccinait tout le reste. Se sont intercalés entre ces deux phases les populations des comorbidités et, bien que ce ne soit pas une comorbidité, la population des femmes enceintes. Donc on a autant au début de la vaccination, on pensait que vacciner les femmes enceintes présentait un certain risque, autant en cours d'avancement des études réalisées à gauche et à droite, on s'est rendu compte qu'en fait le risque c'était surtout de ne pas être vaccinée pour la femme enceinte et qu'elle faisait elle faisait des complications et que ces complications, quand elles arrivaient, étaient plus sévères que chez Monsieur Tout-le-Monde. Et donc voilà. Donc le Conseil supérieur de la santé à un moment a émis un avis demandant que l'on vaccine les femmes enceintes, et c'est le sujet de la réunion de ce soir. Un deuxième avis a été publié tout récemment relatif aux adolescents, donc aux tranches de 16 à 17 ans, pour lesquels le Conseil supérieur a émis un avis il y a quelques jours. Cet avis, en résumé, demande que l'on vaccine les adolescents porteurs de comorbidité et que l'on réfléchisse à savoir s'il faut vacciner prioritairement ou pas
les autres adolescents. Donc, c'est un avis qui a été émis tout récemment. La conférence interministérielle ne s'est pas encore positionnée sur cet avis pour savoir de quelle façon on allait le suivre. Mais donc, ce positionnement devrait survenir dans les prochains jours. Voilà. J'en ai terminé, moi, pour le moment, sur cette partie-là. On peut mettre la dia suivante qui vous donne le lien vers tous les outils de communication qui sont disponibles pour tout le monde, pour tous les professionnels de la santé, et donc qui sont disponibles sur le site de la VIC. J'en profite pour vous dire que l'ensemble de ces des DIA qui sont proposés ce soir seront disponibles sur ce même site pour être revus ou pour être utilisés à d'autres fins. On peut avancer. Les priorités, j'en ai parlé. Deux choses, donc, c'est le QVAX. C'est la dia suivante. Donc, il arrive qu'en fin de journée, il reste des vaccins. Et donc, on a mis en place un programme qui s'appelle QVAX, donc qui permet aux gens de s'y inscrire de telle façon que lorsque un centre ou l'autre reste avec quelques doses, ils puissent activer les gens qui se sont inscrits et qui seront invités toujours sur l'ordre de priorité que je vous ai défini il y a quelques minutes. Mais donc, ça permet en fait de se faire vacciner parfois plus vite et deux, surtout de ne pas gaspiller de doses, sachant que le vaccin reste quand même une denrée qui est précieuse pour le moment. La suivante, qui vous donne les coordonnées de l'inscription. Suivante. Et alors, une autre opération qui est en cours aussi, mais qui concerne moins les gynécologues, je pense, c'est le RIVAX. Donc, c'est une opération qui permet aux personnes qui ont raté leur tour de vaccination de se réinscrire de façon plus facile en contactant un call center dont le numéro est là. Donc, il est 0800 45 019. Et donc, ce call center est capable de donner un rendez-vous dans le centre de vaccination adéquat pour eux, donc de façon assez rapide. Ce RIVAX vise actuellement les 65+, donc toutes les personnes de 65 ans ou plus, et sera probablement étendu la prochaine semaine aux populations les plus jeunes. On peut avancer. Et là, je passe la parole à Lucien qui va dire un petit mot sur le call center. Oui, rapidement, le call center donc, pour toute la Wallonie reçoit actuellement entre 20 et 25 000, plutôt 25 000 appels par jour et 250 opérateurs y travaillent full-time, samedi compris. Ils sont supervisés par 30 personnes qui sont plus spécialisées pour régler les différents problèmes techniques éventuels et répondre à certaines questions un petit peu plus spécifiques, et un médecin, moi-même, pour les questions plus médico-scientifiques. Ça représente une moyenne de 10 000 gestions de rendez-vous, soit pour fixer un rendez-vous, soit l'annuler, soit le déplacer, donc chaque jour. Et nous avons pour le moment, au niveau du call center, 95% de réponses avec prise en charge complète du problème. Ça veut dire qu'il y a encore 5% de citoyens qui téléphonent et pour lesquels on ne sait pas répondre directement à leurs problématiques. Mais bon, ce chiffre s'améliore progressivement. On avait estimé qu'il faudrait environ 4 minutes de moyenne par communication pour aider les citoyens. Nous sommes à 6 minutes pour le moment, mais ça va descendre puisqu'on s'adresse maintenant à un public plus jeune, plus habitué avec l'outil informatique, ce qui n'était pas le cas des 65, 75 et 85 et plus. Et on a globalement un peu plus de 2000 demandes générales d'information. Dia suivante. Voilà, alors le but de ce webinaire est pour les gynécologues, les pédiatres, les sages-femmes, c'est de nous aider et d'aider les citoyens à bien comprendre en quoi consiste la vaccination. Et donc, pour vous, c'est d'être des ambassadeurs, d'apporter des conseils aux patientes et de convaincre les hésitantes. On a remarqué à plusieurs reprises, notamment via aussi une journée mini call center sur une chaîne de télévision radio
qui est bien connu, de répondre online à des citoyens, et on se rend bien compte que 3 fois sur 4, ceux qui étaient hésitants, et dès qu'ils posent une question, qu'on leur donne une réponse claire, nette et précise à leur questionnement, eh bien, juste avant de raccrocher, ils me disent oui, dans ce cas-là, alors je crois que je vais me faire vacciner. Donc, il ne faut parfois pas grand-chose pour les convaincre. Dia suivante. Et là, je passe la parole au professeur Emmons, qui est gynécologue, comme vous le devinez, et qui travaille au CHU de Liège, Université de Liège. Bonjour, merci Lucien. Effectivement, c'est particulièrement important d'informer correctement les patientes, mais aussi les médecins, y compris les médecins généralistes, qui sont souvent sollicités pour ce genre d'avis concernant les femmes enceintes. Alors vous savez, nous avons toujours eu une difficulté avec les femmes enceintes en tant que médecin, c'est le principe de précaution, puisque la femme enceinte représente un binôme de 2 personnes, la future maman et son fœtus. On a toujours extrêmement peur d'être délétère et d'amener une problématique pour le bébé, voire pour la suite de la vie, ou voire même pour beaucoup plus loin dans la vie du bébé. Et ça a conduit dans beaucoup de cas, quand on s'occupe, comme moi je m'occupe de grossesses particulièrement difficiles, parfois à tellement de précautions qu'on finit par avoir des attitudes qui sont inadéquates. Une dame qui a un accident de roulage enceinte, on a peur de lui faire une radio et finalement on postpose le diagnostic. Une dame qui a des difficultés respiratoires, on a peur de lui faire un angioscan et on tarde 2 jours avant de découvrir une embolie pulmonaire. Donc on a vraiment un problème, nous, avec les femmes enceintes, c'est qu'on a tellement peur de faire mal que finalement, on fait mal par le fait de ne pas faire. C'est un petit peu la problématique qu'on a ici sur le Covid-19. Et avec, je dirais, surtout le fait qu'il y a eu des discours qui ont été divergents. Et pourquoi est-ce que ces discours ont été divergents? Parce que, comme l'a très bien expliqué monsieur Stamatakis, au début, lors de la première vague, la plupart des publications étaient très très rassurantes. Les publications qui sont arrivées de Chine notamment, un petit peu d'Italie au début, laissaient supposer que la femme enceinte était assez bien protégée contre le coronavirus et que finalement il n'y avait pas énormément d'incidents chez les femmes enceintes et pas beaucoup chez les bébés. Alors on est parti sur des tas d'explications en disant que le virus passait très difficilement le placenta et que finalement ce placenta jouait un rôle qui était tout à fait bien. Malheureusement, après ce moment un petit peu d'euphorie, vous savez qu'on en a eu quelques-uns dans cette crise où il a fallu se repositionner, on s'est rendu compte avec la deuxième vague que le coronavirus, il avait vraiment une incidence et sur la future mère et sur le bébé. Et on a un impact qui est maintenant décrit dans toutes les publications. Il y en a encore une du Lancet qui est sortie il y a 48 heures, qui montre très nettement qu'on augmente de manière sévère, de manière importante, le risque des formes sévères chez la maman. Et à titre d'exemple, il y a une dizaine de jours, dû recevoir une maman, une future maman enceinte de 6 mois en hélicoptère et qu'il a fallu sortir le bébé très vite pour pouvoir sauver cette maman. Donc, c'est réellement une problématique. La femme enceinte est réellement une personne fragile. Et la task force a eu le côté pertinent de remettre la femme enceinte dans les personnes à risque. Alors, on voit également que le SARS-CoV-2 a un impact, non seulement, je viens de le dire, sur la maman, qui peut faire des formes extrêmement sévères, mais a un impact aussi sur le bébé. Pas en termes, vous le voyez, de malformation qui serait créée par le virus, mais en augmentant l'ensemble des risques habituels de la grossesse, la prématurité, la détresse fœtale. Et là aussi, je ne veux effrayer personne parce que toutes les dames enceintes qui attrapent le coronavirus ne feront pas obligatoirement des complications excessives ou éventuellement des gros problèmes. Mais nous avons quand même malheureusement eu des médecins, notamment urgentistes, en première ligne qui ont perdu leur bébé à 5 ou à 6 mois de grossesse dans les suites d'une infection à Covid-19. Donc, on n'est plus du tout sur cette notion d'un bébé relativement bien protégé dans le confort du ventre de la maman et d'une maman finalement avec une immunité
qui n'étant pas facilement, je dirais, excessive, lui permettait de traverser. On n'est plus du tout dans cette vision des choses. Toutes les publications vont dans le même sens, qu'elles soient anglo-saxonnes, qu'elles soient francophones au niveau de la France notamment. On a vraiment un problème de complications beaucoup plus grave chez les femmes enceintes et aussi d'impact sur le bébé avec plus de prématurité et des complications néonatales qui sont importantes. Je peux avoir la diapositive suivante. Merci. Alors à ça, ben, évidemment, il va falloir, et c'est vraiment les réactions immédiates. Mais enfin, docteur, est-ce que vous êtes sûr que ce vaccin, quand même, c'est quelque chose de nouveau, on ne l'a pas testé longuement, est-ce que vraiment on a un principe de précaution, est-ce que c'est quelque chose qui c'est aller exposer les femmes enceintes et leurs bébés comme ça? Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait ce fameux principe de précaution initiale dont je parlais, qui était complètement démesuré. Maintenant, on en a la preuve parce qu'on a quand même une grande quantité de femmes enceintes, notamment américaines, qui ont été vaccinées. Là, on parle en centaines de milliers de femmes enceintes, sans incidence sur le bébé, mais aussi conceptuellement. Toute personne enceinte trouve normal d'être vaccinée contre la grippe, par exemple, en période de pandémie de grippe, ou d'être vaccinée contre la coqueluche. C'est même quelque chose que l'on conseille, contre le tétanos en cas d'incident. Et ça ne relève même pas je dirais, d'une question qui se pose. Alors pourquoi le coronavirus, qui est aussi, comme la grippe, un virus, pourquoi en plus sous des formes de vaccins ARN messager, hein, vous savez que pour la task force a décidé, Sciensano, que pour les femmes enceintes, c'était un vaccin ARN messager qui serait utilisé. Il n'y a vraiment aucune raison de mettre en péril ou en danger. Ces systèmes ARN messagers sont très bien connus en oncologie, utilisés depuis très longtemps, et on connaît les impacts, parce que malheureusement, on a pas mal de femmes jeunes aussi qui font des problèmes oncologiques, puis ensuite sont enceintes. Donc le recul, il ne faut pas croire que nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas systématiquement sur ce vaccin à Covid-19, mais nous l'avons sur cette méthode de vaccination et nous l'avons aussi sur le fait de vacciner la femme enceinte. En plus, ce qui est véritablement un bonus, c'est que la réaction immunitaire qui va se créer chez la future mère va donner des anticorps qui vont aussi se retrouver dans le compartiment fœtal, c'est le principe aussi contre la coqueluche, et qui va permettre à cet enfant, dans ses premières semaines de vie, d'utiliser l'immunité de la maman, quelque part, les anticorps pour être protégé. Donc là, vraiment, c'est un message très fort qu'il faut faire passer. La balance risque-bénéfice, elle est évidemment en faveur de la vaccination et je l'ai mis volontairement sans la moindre hésitation à ce niveau-là. Et tous les arguments disant que le recul n'est pas suffisant sont des arguments pour moi qui ne sont pas suffisamment lourds par rapport au type de vaccin utilisé et par rapport à la vaccination chez la femme enceinte, par rapport aux incidents sévères, sérieux, gravissimes, parfois catastrophiques que l'on a chez la femme enceinte qui contracte malheureusement le coronavirus durant sa grossesse. Donc, malheureusement, je l'ai dit au départ et je réinsiste dessus, il y a eu un discours au début et c'est difficile de faire modifier une perception dans le grand public parce qu'au départ, on a dit c'est pas nécessaire de vacciner la femme enceinte. On a même été plus loin, vous le savez, le Conseil supérieur de la santé l'a contre-indiqué chez la femme enceinte. Eh bien, faire une marche arrière par rapport à une telle position, à l'époque, le collège des gynécologues belges disait déjà, mais pourquoi l'interdire? Il y a des femmes à risque, il y a des femmes en première ligne qui sont enceintes dans les hôpitaux, il ne faut pas l'interdire, ça n'a aucun sens. Et maintenant, on va même jusqu'à dire, c'est une personne à risque, la femme enceinte, il faut la vacciner. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tous participer à cette information au grand public, parce qu'ils ont eu cette information initiale qu'il ne fallait pas vacciner la femme enceinte, que c'était en fait un vrai principe de précaution que l'on prenait. Mais maintenant, je dirais, les publications et les arguments sont tellement lourds par rapport au côté délétère de la maladie chez la femme enceinte qu'il ne faut pas du tout hésiter à vacciner une femme enceinte et il faut motiver les femmes enceintes, les rassurer. Leurs enfants n'auront pas d'impact par rapport à ce vaccin et leur enfant sera même protégé au départ et elles
ces femmes enceintes, protégées d'une forme grave de la maladie si elles venaient à contracter le coronavirus. Voilà. Merci Patrick. On va passer à la diapositive suivante alors. Voilà, donc on passera aux questions quand Monsieur Klein, à qui je donne la parole maintenant, aura terminé son exposé. Mais oui, c'est vrai, c'est vous qui avez votre propre exposé, je crois. Hein. Donc vous pouvez partager votre écran alors. Voilà. Vous voyez mon écran là? On le voit, merci. Donc je passe la parole au professeur Klein, qui est psychologue et professeur à l'ULB. Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous un peu parler de quelques connaissances qu'on peut avoir sur l'hésitation vaccinale, qui est vraiment le terme qui est utilisé pour décrire tout cet ensemble finalement de comportements qui sont associés soit à un doute, soit à un refus, soit à un délai de vaccination. Je dirais que donc c'est tous les retards dans le recours à la vaccination, quand il y a évidemment une disponibilité de services de vaccination. Et donc quelque chose qui est assez bien établi, c'est qu'on peut mettre en évidence, je dirais, trois grands facteurs qui vont déterminer le fait que les gens ne se font pas vacciner. Donc le premier facteur, c'est ce qu'on appelle les 3 C. Le premier facteur, c'est un facteur qu'on appelle convenience en anglais, c'est finalement le confort, c'est que parfois, ce n'est pas évident de se faire vacciner, simplement par exemple parce qu'on ne maîtrise pas la langue d'une convocation, ou parce que c'est compliqué étant donné son emploi du temps, parce que c'est loin. Et donc ça, c'est vraiment un facteur tout à fait déterminant. Un deuxième qui est celui dont on parle le plus, c'est la confiance, mais c'est aussi celui contre lequel c'est le plus difficile de lutter, hein, le manque de confiance dans la vaccination. Et le troisième type de facteur, c'est ce qu'on appelle la complaisance, complacency. Donc c'est plutôt, on ne se bouge pas les fesses, si vous me permettez l'expression, sans doute parce qu'on ne perçoit pas le risque que fait peser la maladie, et donc je dirais qu'on ne fait pas l'effort d'aller se faire vacciner. C'est vraiment les 3 grandes catégories de facteurs. Et donc, quand on analyse l'hésitation vaccinale, il faut vraiment la distinguer de l'antivaccinalisme. Donc, les gens qui hésitent à se faire vacciner ne sont pas nécessairement des anti-vax. Et d'ailleurs, on peut hésiter à se vacciner pour un vaccin, mais pas pour un autre. Et c'est aussi quelque chose qui évolue très fort dans le temps. On voit que le pourcentage de gens qui déclarent être opposés à se faire vacciner a beaucoup évolué depuis les derniers mois, par exemple par rapport au Covid-19. Oui, je voulais aussi vous donner le site du baromètre de la motivation, donc, qui est un suivi justement de la motivation des Belges par rapport aux mesures sanitaires, mais aussi par rapport à la vaccination, auquel j'ai l'honneur de participer. Et donc, il y a toute une série de rapports qui sont en accès libre, que vous pouvez trouver, notamment sur les attitudes vis-à-vis de la vaccination dans toute la Belgique. Alors, ce que je vais un peu vous montrer ici, c'est peut-être des facteurs démographiques qui nous permettent d'un peu cerner qui sont les gens qui sont les plus réticents à se faire vacciner par rapport au Covid-19. Alors ici, c'est un échantillon qui est énorme, vu qu'il reprend tous les étudiants du supérieur qui ont bien voulu répondre à notre questionnaire, mais on retrouve les mêmes tendances dans des échantillons, je dirais, plus diversifiés. Et ce qui apparaît très clairement avec la vaccination Covid-19, qui n'est pas toujours le cas pour tous les vaccins, c'est qu'on a vraiment un gradient socio-économique très marqué. Hein. Donc ici, vous avez le niveau d'études des parents en abscisse et le pourcentage de gens qui accepteraient de se faire vacciner, qui hésitent ou qui refusent. Et vous voyez qu'on a vraiment un escalier quasiment parfait. Plus on a, ici c'est le niveau d'études de la mère, plus la mère a un niveau d'études élevé, moins on doute, plus les étudiants ici veulent se faire vacciner. Et c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres échantillons également. Alors évidemment, comme j'ai un public notamment de gynécologues et de sages-femmes, je vous parle un petit peu des différences ici
de genre. Et donc, c'est un phénomène qu'on retrouve de façon très générale dans toute la littérature sur la vaccination, sur l'hésitation vaccinale. C'est le fait que les hommes sont généralement moins réticents à se faire vacciner que les femmes. On retrouve ceci dans cette enquête-ci aussi. Et bon, il y a des tas de raisons à ça, et certaines qui sont très intéressantes et que je pourrais évoquer si vous le souhaitez. Alors, quelque chose que j'ai regardé plus particulièrement dans la perspective de cet exposé, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres données, c'est quelles sont les raisons qui font qu'on ne veut pas se faire vacciner et dans quelle mesure ces raisons dépendent du sexe. Et bon, ben, ce qu'on voit comme raison dominante à peu près dans toutes les études aussi, c'est la crainte d'effets indésirables graves. Hein, donc on entend ces histoires de thrombose, etc. Évidemment, il y a des gens qui ont peur de ça. Et on retrouve ici aussi une différence de sexe. Les femmes manifestent plus d'inquiétude par rapport à ça. Alors une deuxième cause qui moi en tant que psychologue social m'intéresse vraiment beaucoup, c'est la vaccination. En fait, c'est le refus de se faire vacciner. En fait, ça manifeste aussi une forme d'attitude presque politique. C'est une façon de dire je ne veux pas me laisser faire par ce discours, par ces mesures gouvernementales. Je ne veux pas être un cobé à la merci de ce que dit le gouvernement, ce que disent les autorités. Donc, il y a ce qu'on appelle la réactance. Et donc, en fait, la confiance vis-à-vis du gouvernement, c'est un des principaux facteurs de consentement à se faire vacciner. Donc, il y a vraiment ici une façon de s'affirmer, de rejeter l'autorité en ne se faisant pas vacciner. On trouve ça aussi un peu plus chez les hommes que chez les femmes que chez les hommes. Bon, croyance que le vaccin n'est pas tellement efficace, c'est aussi un facteur qui intervient. Alors, quelque chose que j'ai remarqué ici dans ces données qui était aussi intéressant, c'est que l'idée que le vaccin n'est pas dangereux, par contre, là, on ne peut pas dire que les femmes adhèrent plus à ça que les hommes. Donc, ce n'est pas une moindre croyance dans la dangerosité du Covid qui joue, c'est vraiment les effets secondaires. Et évidemment, un des facteurs qui joue plus particulièrement chez les femmes, c'est la crainte que le vaccin ait des conséquences sur la fertilité, ce qui est évidemment faux, mais qui est une croyance qui est relativement partagée également et qu'on retrouve plus chez les femmes que chez les hommes. Alors, un élément peut-être à souligner aussi, c'est qu'on a des différences d'adhésion à la vaccination en fonction des professions. Et donc, par exemple, dans le milieu médical, on va retrouver beaucoup plus d'opposition et d'hésitation par rapport à la vaccination, je dirais, chez les infirmières, aussi chez les aides-soignantes, aussi chez les sages-femmes. En moyenne, c'est pas pour ça que c'est évidemment que par exemple chez les médecins, même si on retrouve même il y avait un sondage dans le journal du médecin qui montrait que même chez les médecins, il y avait un pourcentage non négligeable de gens qui étaient plutôt opposés à la vaccination. Donc on retrouve ça un peu partout, mais il y a des gradients différents selon la profession. Un élément en tant que psychologue social sur lequel il faut vraiment insister, c'est que l'opposition à la vaccination, c'est pas juste une attitude individuelle, c'est une attitude collective et les gens qui s'opposent ou qui hésitent par rapport à la vaccination, ils le font en tant que membres d'une communauté souvent. Donc il y a vraiment toutes des communautés qui s'organisent au sein de laquelle l'attitude de la vaccination va jouer un rôle parfois central, parfois périphérique. Et donc, notamment, par exemple, par exemple, des milieux très attachés à un mode de vie naturel en faveur des médecines douces, et donc qui voient le vaccin comme l'antithèse de ce mode de vie. Et donc, on est vraiment dans une identité collective. Et donc, c'est parfois très difficile, évidemment, de se battre tout seul contre quelque chose qui est vraiment une identité collective qui organise même parfois la vision du monde et l'existence de ces personnes. Quelque chose qui est évidemment très important à vous dire, c'est que, comme ça a déjà été dit d'ailleurs, c'est que, bon, d'une part, quand on demande aux personnes qui hésitent à se faire vacciner, en qui elles ont le plus confiance, c'est quand même toujours les professionnels de santé en qui elles ont le plus confiance, donc le médecin généraliste,
le pharmacien notamment, les infirmières, etc. Ça, c'est pas sur ce graphique-là. Mais donc, ce sont vraiment les sources d'influence les plus importantes. Il y a des études qui montrent très clairement que souvent, en fait, il suffit que le médecin, par exemple, donne un avis personnalisé en faveur de la vaccination à quelqu'un qui hésite, et effectivement, elle va changer d'avis et se faire vacciner. Donc, il y a vraiment une puissance du médecin. C'est ce qu'on voit ici aussi. Les gens qui ont des doutes sur la vaccination, ils font particulièrement confiance à leur médecin. Voilà, je dirais que c'était les principaux éléments. J'ai essayé de tenir en 6 minutes, j'espère que j'y suis arrivé. Mais voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions par rapport à ça. Merci beaucoup, professeur Klein. On va certainement vous faire encore un petit peu travailler lors du passage en revue de différentes questions qui nous ont été posées au préalable. Donc, probablement que le professeur Raymond aussi sera mis à contribution. Donc voilà, on va passer à la première question. Donc nous avons repris les questions qui nous ont été envoyées pour ce webinaire-ci et quelques-unes qui ont été rapportées lors de webinaires précédents qui étaient adressés aux pharmaciens et aux médecins généralistes. Alors, une première question ici, pourquoi proposer un vaccin aux femmes enceintes dont on ne connaît aucunement les effets sur la mère et l'enfant à moyen et long terme? Et là, je repasse la parole au professeur Raymonds qui a formulé la réponse et qui va vous l'expliciter. Merci Lucien. J'ai répondu à cela que la vaccination chez la femme enceinte, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une chose de connue, mais connue à court, mais à moyen et à long terme aussi, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, et qu'on sait qu'on n'a pas d'impact sur le long terme, sur le devenir du bébé. C'est plutôt sur le court terme qu'on a un impact positif par les anticorps qui sont fabriqués par la maman. Et le principe qui est appliqué, quel que soit le vaccin, est le même pour le coronavirus, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a inventé quelque chose de nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vaccination, notamment ARN messager, est quelque chose qui est très coûteux, qui heureusement est pris en charge par bonheur par notre gouvernement, par le fédéral. Mais si les gens devaient acheter eux-mêmes le vaccin sur place, ce sont des techniques qui sont extrêmement coûteuses, ce qui peut expliquer que c'est une technique qui paraît aux yeux du grand public quelque chose de très moderne, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, oui c'est moderne, mais c'est connu, et c'est connu depuis un certain temps, et c'est appliqué dans d'autres domaines, et on connaît les impacts à moyen et à long terme. Donc c'est un risque qui est vraiment hypothétique, et qui ne doit pas être un frein à la vaccination. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par contre, l'effet sur le bébé de l'infection au Covid-19 de la maman, lui, il est tout à fait démontré comme délétère et parfois malheureusement catastrophique. Donc on en parlera ailleurs. Vous savez qu'en médecine, on fonctionne toujours sur une balance risque-bénéfice. Mais franchement, j'aime bien, moi, dans les consultations, donner des exemples très concrets. Je dirais que le risque, il est le même lorsqu'on se fait vacciner que celui de prendre un avion quand on veut se déplacer quelque part. Vous ne pourrez jamais dire que le risque est nul, mais proportionnellement, je connais peu de monde qui va refuser de prendre l'avion pour aller en vacances. Hein. Par rapport au bénéfice, ici, le bénéfice, ce n'est plus simplement par rapport à un plaisir d'un séjour au soleil sur une plage, mais c'est par rapport à une mortalité et une morbidité. Donc là, la balance, elle est tout à fait évidente. Merci. La question suivante, c'est toujours dans tes cordes, Patrick. Oui. Pourquoi vouloir protéger, entre guillemets, une population saine qui n'a, selon les statistiques, qu'un risque minime, voire quasi absent de morbidité et mortalité liée au Covid-19 ? Que faites-vous de la balance bénéfice-risque? Il faut être sûr qu'on lit les mêmes publications, évidemment. Patrick, je te laisse répondre. Oui, simplement, je pense que c'était ce sur quoi on s'était appuyé au départ au niveau des directives qui ont été données par le Conseil supérieur de la santé, c'est que
le risque minime, voire quasi absent de morbidité, mortalité, ben, ce n'est plus vrai du tout. Et c'est ce paramètre-là qui a complètement changé dans la littérature et sur des très grandes séries et sur dans des publications quand même qui sont reconnues pour leur sérieux, sur des très grosses populations, donc des échantillons très très grands et multicentriques à différents endroits du monde. Donc il paraît évident maintenant que on ne peut plus parler d'un risque quasi absent de morbidité, mortalité, ce n'est pas vrai du tout, et on se confronte au problème, attention quand on parle de population saine, si on parle par rapport à des femmes jeunes, sans problèmes médicaux, il ne faut pas oublier que celles-ci sont enceintes et qu'une femme enceinte, comme je l'ai écrit, ne fonctionne pas de la même manière qu'une personne qui n'est pas enceinte. Elles ont une immunité qui n'est pas la même. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour une grippe, on pourrait dire, hein, je connais quelqu'un qui a dit que le coronavirus au début, ce n'était qu'une petite grippe. On connaît des femmes enceintes qui, avec une simple grippe, se sont retrouvées, tu le sais, Lucien, en réanimation, intubées et ventilées. Donc, on n'a pas du tout la même résistance quand on est enceinte, parce que pour que cette grossesse soit tolérée par l'organisme, puisque la moitié du bébé provient du partenaire, on a une immunité qui n'a plus la même qualité ni la même performance. Donc, on a des personnes qui sont non pas sans risque, loin de là. Et il ne faut pas oublier non plus, quand on parle d'une dame enceinte, ben c'est toujours un binôme, c'est ce que j'ai écrit. N'oubliez pas que l'enfant est fragile, et en particulier aux agents viraux, et que de ce fait-là, la balance risque-bénéfice, aujourd'hui en tout cas, en mai 2021, est tout à fait en faveur du vaccin. Merci. Reste à la manœuvre si tu veux bien, puisque la question 3, c'était pour toi aussi. Que dire à une dame qui vient de faire la dernière insémination, elle est en attente du résultat, et qui fera la première FIV, fécondation in vitro, en juin si dernière insémination n'a pas fonctionné. Son rendez-vous pour la première injection de vaccin est prévu ce samedi 22. Une question toute fraîche. Oui, c'est tout frais et ce sont des questions qu'on a tous les jours ces derniers temps en consultation. Et comme l'a dit d'ailleurs très justement professeur Klein, on n'a pas d'impact sur la procréation avec la vaccination. Il faut le savoir, c'est des choses qui ne sont pas liées ni sur la procréation, ni sur la qualité de l'enfant à venir. Donc, le fait et à nouveau, c'est ça qui est un petit peu dommage, mais bon, voilà, quand on émet des avis, comme le Conseil supérieur de la santé, on se base sur les dernières publications du moment, et le fait d'avoir dit lors de la première vague qu'il fallait attendre une période de plusieurs mois entre le vaccin et le fait de débuter un projet de grossesse, a plombé complètement l'information de ce qui est venu par la suite et qui montre qu'en fait, les gens qui sont en fécondation in vitro, même en plein parcours de fécondation in vitro, lorsqu'ils sont éligibles et que l'on leur propose la vaccination, ils doivent aller à cette vaccination, ils ne vont compromettre ni leur chance de réussite de leur technique de procréation médicalement assistée, ni compromettre la qualité de leur enfant. Merci Patrick. Professeur Klein, est-ce que je peux éventuellement vous demander votre avis sur pourquoi une population est aussi prompte à croire n'importe quel chiffre et à avancer n'importe quel chiffre, alors que par définition, s'ils ne sont pas dans le métier, ils n'ont pas l'habitude de décortiquer les publications. Quel est le phénomène psychologique qui fait qu'on a tendance à raconter n'importe quoi? On ne va pas débattre sur les réseaux sociaux ce soir, rassurez-vous. Mais... Bah, la question est vaste, mais il se trouve que tout le monde n'a pas une confiance aveugle dans le discours médical, dans les experts en médecine. Et donc, on peut se retourner vers d'autres sources d'informations ou de personnes ou de groupes dont on se sent plus proche et dont on a l'impression qu'ils nous donnent un discours qui nous parle plus ou qui nous fait plus de bien. Alors c'est souvent à tort, hein, je suis le premier à le reconnaître, mais c'est une évidence que chacun a des références différentes et donc c'est vraiment un défi pour nous et c'est ça qu'on doit vraiment étudier. Le problème de l'hésitation vaccinale, c'est un problème de confiance avant tout. Ce n'est pas un problème de bêtise, c'est un problème de confiance. Merci beaucoup.
la question suivante, vers quelle structure ou personne peut-on référer des personnes qui souhaitent se faire vacciner mais ont des difficultés à s'exprimer en français et ne manient pas non plus les outils informatiques? La réponse sera simple, je vous l'ai affiché là-bas. Le call center est prévu pour répondre en plusieurs langues. Donc, ce call center, il ne faut pas hésiter à l'appeler et à proposer aux citoyens et citoyennes de l'appeler. Dia suivante. S'il est prévu de vacciner les enfants contre le Covid-19, c'est à partir de quel âge celle-ci est préconisée? Par ailleurs, sachant que pour les plus jeunes, il y en a a priori très souvent négatifs, ne serait-il pas judicieux de les vacciner avec le vaccin Johnson & Johnson, puisqu'une dose suffit? Écoutez, là, la réponse, on l'aura probablement dans les prochains temps. L'âge d'une éventuelle vaccination des enfants et le choix du vaccin sont toujours en discussion actuellement au niveau de la task force fédérale. Et le docteur Stamatakis en a déjà touché un petit mot en introduction. Dia suivante. Lorsqu'une personne est testée positive au Covid-19 après avoir reçu une première dose de vaccin, et il y en a eu plusieurs, faut-il postposer la deuxième dose si la personne est asymptomatique? Donc ça, c'est un cas qui s'est présenté assez fréquemment, pour lequel j'ai personnellement été interrogé moult fois. Donc pour la seconde dose, il vaut mieux retarder l'injection de 14 jours. Et une personne asymptomatique peut très bien devenir symptomatique du jour au lendemain. Et c'est en fait la même recommandation que pour la première dose. Si on est malade, si on a des symptômes, on postpose de 14 jours et fatalement, même quand on est malade, fatalement au Covid-19, c'est la même chose. On attend 14 jours après la fin des symptômes alors pour revacciner. Dia suivante. Pourquoi ne pas ouvrir les centres de vaccination aussi les week-ends? Eh bien, les centres ouvrent le samedi et ouvriront prochainement, si nécessaire, le dimanche. Il vient d'y avoir une montée en puissance puisqu'on avait beaucoup plus de doses de vaccins qui arrivaient. De nouvelles lignes ont été ouvertes dans les centres qui ont aussi élargi les créneaux horaires. On n'ouvre pas encore le dimanche, mais si c'est nécessaire, c'est ce qui se fera également. Pour la phase 2 qui a commencé ce 17 mai, donc nous sommes en train d'ouvrir les nouvelles lignes et les nouvelles plages horaires. La suivante. Alors, une personne vaccinée en 2 fois avec un taux d'anticorps qui a été mesuré à plus de 800 et qui a été en contact avec une personne positive, fait-elle encore une analyse PCR et une quarantaine? Eh bien, oui, parce que le taux d'anticorps n'est pas représentatif du pouvoir neutralisant de ceux-ci. Donc, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'anticorps qu'on a une immunité idéale. Le portage reste toujours possible. La PCR confirme ou infirme la présence du virus, mais n'oubliez pas qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs. Les symptômes sont toujours les principaux signes cliniques à suivre et la quarantaine de 10 jours est toujours nécessaire par précaution avec un contrôle PCR au 7e jour pour éventuellement, s'il est négatif, abréger cette quarantaine. Dia suivante. A-t-on des données sur la protection acquise sur la base des premières vaccinations? Bien, a priori, ce qu'on sait maintenant, et ça a augmenté fatalement au fil des mois, c'est que les vaccins actuellement utilisés en Belgique, donc il y en a 4, protègent pendant au moins 6 à 9 mois, mais on pense que cette efficacité est probablement, c'est pas peut-être, c'est probablement plus longue. Les études sont toujours en cours sur ce sujet et on parle d'une 3e dose éventuelle pour des patients qui seraient immunodéprimés et pour adapter aussi la vaccination aux variants. C'est-à-dire qu'une 3e dose pourrait être intéressante comme dose de rappel pour des gens particulièrement fragiles, sous traitement immunomodulateur, ou bien parce qu'une maladie déprime leur système immunitaire. Et les adaptations, évidemment, des vaccins seraient telles qu'ils en profiteraient pour les adapter aux nouveaux variants. Donc les cibler beaucoup mieux les variants que nous connaissons. Alors il y a pour le moment une demi-douzaine de variants qui sont tenus à l'œil de très près, mais il ne faut pas croire qu'ils sont les seuls. À côté de cette demi-douzaine, il y en a des milliers d'autres qui ont été mis en évidence, mais qui fort heureusement sont tout à fait banals et ne portent pas à conséquence.
mais tout ça est suivi de très très près. Dia suivante. Alors pourquoi les patients ayant été malades et ayant développé des anticorps contre le coronavirus doivent-ils être vaccinés? Eh bien, ce qu'on sait actuellement aussi, de par une multitude d'études qui ont été menées un petit peu partout dans le monde, c'est que l'immunité naturelle développée après la maladie est moindre que celle développée après une vaccination. En fait, la maladie va orienter sur un seul variant, à savoir celui qui a entraîné la maladie, alors que les vaccins qui sont actuellement utilisés en Belgique développent une immunité qui est efficace sur d'autres variants, c'est-à-dire qu'elle est plus polyclonale au niveau anticorps que les anticorps relativement monoclonaux qu'on développerait naturellement quand on fait la maladie. Donc, la vaccination donnerait un boost tout à fait significatif à notre immunité. Dia suivante. Que dire aux patients révoltés par l'idée d'un passeport vaccinal? Eh bien, il faut savoir en quoi ils sont révoltés parce que, on ne va pas passer toute la nuit là-dessus, puisque vous savez que c'est un gros sujet d'actualité, ce passeport et ces safety tickets, etc. Mais pour le passeport en lui-même, personnellement, on ne voit pas la différence entre une preuve de vaccination contre le Covid-19 et l'obligation en Belgique du vaccin contre la poliomyélite à la naissance ou avant de mettre un enfant à la crèche, je vous rappelle que c'est obligatoire, ou encore la vaccination internationale obligatoire contre la fièvre jaune avant un voyage dans certains pays. Quand je dis certains, c'est vraiment avec S parce qu'il y en a quand même plusieurs, entre autres l'Amérique du Sud ou l'Afrique subsaharienne. Donc voilà, je crois que personne n'a fait tout un foin pour le petit carnet jaune de vaccination et les vaccinations qui sont obligatoires à ce niveau-là. Maintenant, la connotation plus psychologique, je ne sais pas si le professeur Klein voudra en parler, mais actuelle sur cette utilisation du passeport pour forcer à la vaccination, ça c'est une toute autre paire de manches. Vous voulez en toucher un petit mot, professeur Klein? Oui, nous, au sein du groupe Psychologie Corona, on a plutôt milité contre cette idée de passeport vaccinal parce que ça ne fait que créer des divisions. Et de toute façon, si on ne fait pas ça avant, de toute façon, on ne peut faire ça qu'une fois que tout le monde a eu l'occasion de se faire vacciner, sinon il y a vraiment une inégalité criante. Mais bon, il n'y a pas de raison de remettre en cause sa propre vaccination à cause de l'existence de ce passeport vaccinal. C'est plutôt une question politique, là. Donc, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. La dia suivante. Alors, un patient vacciné peut-il avoir un test PCR positif à cause du vaccin? La réponse est simple, non. Ça n'a absolument rien à voir. Le vaccin en lui-même ne produit pas des morceaux d'ARN de virus, ne produit pas de virus non plus. Donc là, c'est clair, net, précis, formel, international, même interplanétaire, c'est non. Dia suivante. Alors, on va écouter un petit peu les questions, Madame Wieland, ce qui serait arrivé sur le chat. Oui, voilà, on en a quelques-unes, Lucien, merci. Cette question principalement, d'après certaines recommandations, on parle de vacciner avant 32 semaines. Pourquoi? Je ne comprends pas quelles seraient les contre-indications. Je suppose que c'est pour moi, Lucien. Bien vu, Patrick. Oui, effectivement, et je comprends que ce soit quelque chose qui ait un petit peu intrigué à ce niveau-là. Et nous, au départ, au niveau de la recommandation, on n'était pas partant pour cette recommandation qui créait un doute comme si on allait avoir un impact, alors que justement, c'est dans le 3e trimestre qu'on a le plus de complications sévères de la maladie. Donc, je pense qu'on a essayé à nouveau de jouer sur un principe de précaution parce qu'on arrive dans les périodes où on peut avoir des accouchements prématurés, on arrive dans des périodes où les mamans sont aussi beaucoup plus fatiguées, un peu plus en difficulté au niveau physiologique. Et j'ai pas très bien compris non plus par le fait que c'est justement dans cette période-là, par exemple, qu'on recommande la vaccination contre la coqueluche. Donc, je n'ai pas retrouvé, parce que ça m'a interpellé et on m'a posé la question des collègues plusieurs fois, je n'ai pas retrouvé dans la littérature une réponse convaincante et je pense que c'est à nouveau plus le côté prévention.
D'accord, merci professeur. À propos de coqueluche, justement, il y avait une question un peu liée également que je vous livre. Certaines recommandations semblent évoquer une vaccination Covid à distance d'1 mois de toute autre vaccination, et par exemple la coqueluche. Est-ce correct? Comment envisager le planning de celle-ci entre la première et la deuxième dose du vaccin Covid? Alors, c'est une bonne question qui est posée aussi assez souvent. C'est vrai que, vous savez, dans les vaccinations, généralement, on essaye de ne pas créer des réactions immunitaires, surtout chez une femme enceinte, je le disais tout à l'heure, qui a une immunité un petit peu différente. Mais alors, on va prioriser. C'est ce que l'on va faire dans ce cadre-là. Et il paraît évident que actuellement, je dirais, ce dont il faut se prémunir, c'est l'infection contre le coronavirus. Les cas de coqueluche, on en a quelques-uns par an. Et c'est une vaccination qui, je dirais, qui certainement n'est pas prioritaire par rapport à celle contre le coronavirus. Alors le délai entre les deux vaccinations, là les infectiologues ils sont pas tous d'accord, donc j'ai même eu certains avis d'infectiologues éminents au CHU qui m'ont dit que cet espace était aussi un principe de précaution mais n'était pas indispensable. D'accord, merci. Et encore une question éventuellement. Les femmes allaitantes peuvent-elles être également prioritaires? Alors, je vais répondre comme un Normand. Ce n'est absolument pas une contre-indication, l'allaitement par rapport à la vaccination. Donc, à partir de ce moment-là, elles doivent répondre, je dirais, aux demandes et aux suggestions. Mais au niveau, très rapidement, la femme, une fois qu'elle a accouché, va retrouver son immunité. Et quelque part, je veux dire, l'avantage qu'on va avoir au niveau du bébé, au niveau anticorps, n'est pas tout à fait, n'est plus aussi positif. Maintenant, si on les a fait prioritaires c'est pour ça que je disais réponse de Normand, si on les a fait prioritaires sur leur grossesse, ben elles seront vaccinées quand elles arriveront à l'allaitement. D'accord, merci beaucoup. Et alors, j'ai encore une question, et je pense qu'on aura fait le tour, qui sera peut-être plus destinée au docteur Stamatakis. On l'a déjà abordé dans un précédent webinaire avec les médecins généralistes, mais c'est peut-être toujours bien que l'information passe. J'ai reçu l'information que les médecins traitants allaient devoir s'occuper de la vaccination des personnes étant réellement en incapacité de se déplacer. Pouvez-vous me dire quelle est la procédure actuelle mise en place pour répondre à ce besoin? Bien. Peut-être le docteur Stamatakis. Oui, je suis là. Je vais un peu bouger parce que le bureau, c'est bien, mais 18 heures par jour, c'est bon quand même. Donc, la procédure qui est mise en place pour la vaccination à domicile, en fait, elle est assez simple. Donc, il suffit que le médecin généraliste prenne contact avec le centre de vaccination. La plupart des centres de vaccination créent une ligne dans le logiciel d'enregistrement qui est Doppler, donc une ligne virtuelle pour les vaccinations à domicile. Il prend contact avec le centre de vax, il réserve 1, 2, 3, 4, 5 doses, pas plus en général. Et le jour dit, il va chercher les doses et fait la vaccination au domicile de la personne. Le souci, donc, c'est qu'il faut rester minimum un quart d'heure à côté de la personne vaccinée pour être sûr qu'il ne fasse pas de problème. Et puis, il s'organise avec le centre de vaccination pour que cette vax soit encodée. Donc, il est hyper important de savoir qui est vacciné, qui n'est pas, pour diverses raisons. Ils viennent d'annoncer que le certificat vert serait fonctionnel d'ici peu. Donc, c'est une des raisons. Donc, bon, les personnes à domicile en général en ont moins besoin, mais il est important que la vaccination soit enregistrée. Et au niveau des vaccins utilisés pour ce faire, le plus simple est celui de chez Johnson & Johnson pour les personnes âgées, parce qu'il est monodose. Il protège aussi bien que les autres, c'est pas mieux pour les variants. Et donc, voilà, c'est tout simple. Une procédure assez simple, en fait. Merci beaucoup pour le rappel. Voilà, Lucien, je pense qu'on a fait le tour au maximum des questions. Merci Sylviane. Je voudrais juste rappeler que, puisque les patientes enceintes peuvent être aussi de grandes allergiques, que la vaccination pour une personne qui a un antécédent d'allergie grave ne peut se faire que sous contrôle, en toute sécurité, que dans un hôpital, après un passage chez un allergologue qui estimera le niveau d'allergie. Et donc, on ne prend pas de risque de vacciner
des personnes en centre de vaccination. Ça doit être absolument fait à l'hôpital. Vous voyez ici sur cette dernière diapositive que si vous avez d'autres questions, nous les transmettrons bien volontiers. Vous écrivez à webinaire@avic.be et les FAQ, donc la foire aux questions, Frequently Asked Questions, du site AVIC, qui représente quand même une centaine de pages, donc c'est quand même assez costaud, et nous essayons de les revoir à peu près chaque jour pour être sûr qu'elles soient toujours up-to-date. Reprennent évidemment les principales problématiques de la vaccination. Donc, ce webinaire est enregistré et sera disponible dans 48 heures environ sur le site de l'AVIC également. Donc, si vous avez des collègues, des confrères qui souhaitent le voir, qui n'ont pas pu avoir la joie, comme vous l'avez aujourd'hui, de participer et d'entendre nos éminents orateurs, eh bien, ils pourront toujours le faire à leur aise prochainement via leur ordinateur et le site de l'AVIC. Alors, je vais repasser la parole au délégué général et je remercie personnellement les professeurs Raymond et Klein de leur participation et toute la technique évidemment, et merci Sylviane aussi. Merci Clément pour avoir poussé sur le bon bouton pour faire passer d'une image à l'autre. Mais je repasse la parole alors au docteur Stamatakis, qui est le grand patron pour la vaccination en Wallonie maintenant. Oui, c'est ça. Donc, moi, je remercie le docteur Botson, que personne n'a remercié jusqu'à présent. Et donc, tous les participants. Je rappelle juste que ce séminaire est accrédité. Je n'ai pas vu passer beaucoup de numéros INAMI, mais je pense que si vous voulez avoir les points d'accréditation, ça vaut la peine de mettre votre numéro INAMI dans le chat. Voilà. Merci à tout le monde et merci aux orateurs, aux brillants orateurs d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Patrick, merci Olivier, merci. Merci à toi Lucien. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée.